Bonjour à tous, cette semaine nous allons étudier l'urbanisme et sa quête de l'idéal. L'urbanisme est l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. Ces projets émergent d'une volonté d'assurer le bien-être des habitants et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. Si le mot urbanisme, du latin urbs, signifiant ville, n'est apparu qu'au début du XXe siècle, les préoccupations concernant l'organisation des cités ou leur création à partir de rien datent de l'Antiquité. Tandis que l'architecte conçoit les bâtiments, l'urbaniste, lui, gère la globalité des édifices et les vides entre eux, c'est-à-dire les rues et les places. Il détermine le plan d'une ville, créant quelquefois celle-ci de toutes pièces, et dans le cas le plus fréquent où elle existe, il tâche de l'aménager. Le rôle de l'urbaniste consiste à participer à l'agencement des activités humaines sur les territoires en vue de réaliser un développement et un aménagement durable des villes et des campagnes. L'architecte se focalisera sur le logement. L'urbaniste étudiera les conditions de vie des ouvriers en se préoccupant de leur santé, de leurs loisirs, de leur moralité. Il appréhende la ville dans sa complexité et non d'un point de vue esthétique. Vous l'aurez compris, l'urbaniste veille ou tente de veiller à la juste répartition des activités dans la cité, logement ou production entre autres. Il s'occupe des questions de transport ainsi que de la sécurité, via des murs urbains et la prévention des incendies, et du confort des habitants, embellissement des espaces publics, facilité des déplacements, et j'en passe. Le concept de ville apparaît très tôt dès l'Antiquité. Pour les Égyptiens, la ville est l'association dans un même espace délimité des hommes et des femmes aux métiers et aux activités différentes, reliés ensemble par des voies que les Romains appellent cardo et decumanus. Pour les Mésopotamiens, la ville est le produit du politique. Le terme politique a pour origine le mot grec polis qui désigne la ville comme institution. Pour les philosophes grecs tels Platon et Aristote, l'homme est un animal politique et l'organisation de la ville doit lui permettre de devenir un acteur du destin collectif en devenant citoyen. Ce terme renvoie encore à la cité, civis chez les Romains, qui donna le terme civilisé. La ville romaine se fonde sur la démocratie. Elle s'organise autour d'un espace vide, le forum, ou agora chez les Grecs, qui est le lieu des échanges. Cet espace est entouré des institutions qui structurent la vie de la cité, notamment la salle de l'assemblée politique et les temples. Ce n'est donc pas le marché qui fonde la ville, mais la vie politique et sociale de ses habitants, tout en prenant compte d'autres fonctions, sanitaires avec les thermes, culturelles avec le théâtre, économiques avec le marché et le port, sportives avec le gymnase, récréatives avec le stade, éducatives avec les académies. Au Moyen-Âge, la ville prend une connotation religieuse, la cité des hommes et celle de Dieu. À la Renaissance apparaît la notion de ville idéale, François Rabelais et son abbaye de Thélème, Thomas More et son Utopia, Johann Valentin Andrea et sa Christianapolis. De nombreux artistes dessineront des projets de ville idéale, Francesco Giorgio di Martini, Pietro Cattaneo, Francesco De Marchi, pour ne citer qu'eux. Ultérieurement, les besoins politiques et démographiques génèrent de nombreuses villes nouvelles. Idéalement, l'urbaniste rêve d'une ville à bâtir sans contrainte et à partir de rien. Ce songe hante déjà les bâtisseurs de l'Antiquité. Une légende veut que l'architecte Dinocrate de Rhodes ait proposé à Alexandre de bâtir, au flanc du mont Athos, son effigie géante tenant une ville dans sa main gauche et une coupe gigantesque destinée à recueillir les eaux de la montagne dans sa main droite. Alexandre fit remarquer à l'architecte que cette nouvelle ville, dépourvue d'un vaste territoire capable de la ravitailler, serait entièrement dépendante des importations par voie maritime. Le développement industriel engendra une émigration importante vers les villes, provoquant une réflexion sur la ville et le développement d'un grand nombre de projets utopiques dont certains virent le jour. La saline royale d'Arc et Sénan dans le Doubs, construite par Claude-Nicolas Ledoux sous le règne de Louis XV, la cité-jardin de Letchworth au Royaume-Uni, réalisée par Ebenezer Howard en 1903, la ville de Chandigarh en Inde, imaginée par Le Corbusier suite à l'indépendance du pays en 1947, ou
ou encore la ville expérimentale d'Auroville, en Inde, créée en 1968 par Mira Alfassa. D'autres projets connurent un grand succès. Le phalanstère de Charles Fourier, imaginé au XIXe siècle. Le phalanstère est une sorte d'hôtel coopératif pouvant accueillir 400 familles, soit 2000 personnes, au milieu d'un domaine de 400 hectares où seraient cultivés des fruits et des fleurs. Ce monastère revisité se compose d'un bâtiment de très grande taille, un peu plus d'1 kilomètre, de grandes galeries facilitant les rencontres et la circulation par tous les temps, comme un cloître, des salles spécialisées de grandes dimensions, horloge centrale, bourse, opéra, atelier, cuisine, etc. Le projet comprenait également des appartements privés, des salles publiques, des salles réservées aux activités dites bruyantes, une cour d'honneur immense, une cour d'hiver, 3 fois la place des Vosges, pour vous donner un ordre d'idée, et des jardins. Comme je vous l'ai dit, ce projet connut un grand succès, comme en témoigne entre autres le familistère de Guise dans l'Aisne, réalisé par Jean-Baptiste Gaudin. Ces idées révèlent plusieurs choses. Construire une ville est le rêve fréquent de chefs d'État, souverains, anciens ou gouvernants modernes, qui veulent ainsi perpétuer leur mémoire. L'ampleur du projet, évidemment irréaliste, témoigne du fait que l'utopie est le premier moteur des urbanistes, soucieux de prendre en compte un idéal improbable pour aménager réellement la ville. Le plus souvent, en effet, l'urbaniste intervient non à partir de rien, mais sur des cités constituées depuis des siècles. Son travail consiste alors à aménager l'existant. Pour cela, il démolit et reconstruit, partiellement ou entièrement, par quartier, ou bien il agrandit, repoussant jadis les murs urbains, franchissant aujourd'hui les périphériques. En 1538, Michel-Ange est chargé par le pape Paul III de remodeler la colline du Capitole, occupée par des monuments. L'architecte commence dès 1536 par la réalisation de l'escalier donnant sur la ville. Il y construit le palais sénatorial. En 1546, Michel-Ange produit le schéma ovoïde très complexe pour le trottoir du Capitole et commence à concevoir un étage supérieur pour le palais Farnèse. Il en fait une des places classicisantes les plus harmonieuses de Rome. Sous le Second Empire, le baron Haussmann, chargé de remodeler Paris, démolit des maisons gothiques qui enserrent Notre-Dame et tracent, notamment sur la rive droite de la capitale, de larges artères rectilignes. Ces modifications correspondent à un désir d'embellissement, il s'agit de créer des perspectives, mais elles répondent également à des soucis hygiénistes et sécuritaires. Prévenir les incendies que favorisent les maisons en bois dans des ruelles étroites et rendre moins aisée la construction de barricades en cas d'émeute. Le souci de créer des voies rectilignes inspire l'aménagement des cités dans l'Antiquité. Dans l'Empire romain, les camps militaires et les villes qui, quelquefois en descendent, sont dessinés selon des axes qui se croisent à angle droit. Les 2 voies principales sont nommées Cardo, dans le sens nord-sud, et Decumanus, dans le sens ouest-est. Leur intersection marque le cœur de l'agglomération. Ce quadrillage se nomme un plan hippodamien qui tire son nom de la construction de la ville du Pirée au 5e siècle par Hippodamos de Milet. Selon lui, ce système contribuait à une meilleure santé des habitants de la cité. Le vent devait pouvoir circuler librement dans des rues rectilignes dont la trame avait l'avantage de canaliser l'eau de pluie. En outre, cette disposition devait contribuer à la défense militaire de la ville en permettant aux chevaux de l'armée d'y circuler sans encombre. Le plan hippodamien se retrouve dans l'urbanisme précolombien, des villes chinoises comme Pékin ou Xi'an, ainsi que dans les cités idéales peintes à la Renaissance. Il fut repris à partir du XVIIe siècle pour la construction des villes sur le continent américain, notamment la Nouvelle-Orléans ou New York et Montréal au Canada. Les plans de la Nouvelle-Orléans furent dessinés par Adrien de Pogé et Leblond de la Tour, soit un damier de 88 hectares divisé en 66 îlots. Sur la place se trouvait l'église, la future cathédrale Saint-Louis, la maison du gouverneur et des casernes. Sur les quais furent aménagés des magasins, un hôpital et le couvent des Ursulines. Le principe géométrique fut également appliqué en Afrique du Nord au XIXe siècle, à l'époque de la colonisation par les Européens, Kinshasa ou New Delhi. Plusieurs capitales post-coloniales d'Amérique latine reprirent le plan en damier, Buenos Aires, Mexico, Lima ou Salto en Uruguay.
Il faut aussi noter l'expérience spécifique et originale des Bastides dans le sud-ouest de la France, avec 300 à 500 établissements nouveaux créés en 200 ans. L'urbanisme du XVIIIe siècle est avant tout marqué par les plans d'embellissement des villes célébrant la grandeur du roi, avec des places royales comme à Reims. Les conquêtes coloniales sont aussi l'occasion de créer de nouvelles villes qui s'appuient sur une réflexion urbanistique comme Washington, avec Charles-André l'Enfant. Sauf que ces plans rigoureux, réalisés par les colons, favorisent une certaine ségrégation. Les quartiers huppés et administratifs correspondent pour beaucoup aux anciens quartiers des colons européens. Les quartiers pauvres correspondent pour la plupart aux anciens quartiers des travailleurs coloniaux. Certaines améliorations sont visibles dans des villes comme Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou ou Brazzaville. En ce sens où des grands travaux récents ont permis de planifier et d'implanter des lotissements et des logements sociaux, permettant ainsi une amélioration des conditions de vie des citadins. Au XXe siècle, la conception d'un plan rationnel se fonde notamment sur deux préoccupations: la répartition des fonctions et la fluidité de la circulation. À Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil, dessinée par le Brésilien Lúcio Costa, sous l'aspect d'un gigantesque avion et construite entre 1957 et 1960 par un autre Brésilien, Oscar Niemeyer, les secteurs de commerce et d'habitation d'une part, de travail, de détente et de sport d'autre part, sont différenciés géographiquement et d'immenses voies de circulation permettent aux voitures de rouler sans embouteillage. Il en va de même à Chandigarh en Inde, ville édifiée sous Nehru après 1951 par le franco-suisse Le Corbusier. Le remodelage de Berlin après la réunification de l'Allemagne en 1989 et l'évolution à venir de l'agglomération parisienne, dite le Grand Paris, posent de tout autres problèmes liés à la restructuration d'une ville longtemps bicéphale et coupée en deux dans le premier cas, donc Berlin, et au désengorgement d'un centre unique par la construction de pôles périphériques de production et d'affaires dans le second. Là, je parle de Paris. Divers mouvements actuels dans le design urbain cherchent à créer des environnements durables, des bâtiments et une grande qualité de vie pour ses habitants. Certains urbanistes soutiennent que les modes de vie modernes utilisent trop de ressources naturelles, polluent ou détruisent l'écosystème, augmentent l'inégalité sociale, créent des îlots de chaleur urbains et participent en partie au changement climatique. Par conséquent, ces derniers préconisent des villes durables. Weller, dans son livre paru en 2004, définit l'urbanisme durable comme un développement qui améliore la santé sociale et écologique à long terme des villes et des villages. Il esquisse les caractéristiques d'une ville durable: utilisation compacte et efficace des terres, réduction de l'utilisation de l'automobile, utilisation efficace des ressources, réduction de la pollution et des déchets, restauration des systèmes naturels, réaménagement des logements et des milieux de vie, une écologie sociale saine et une économie durable. En raison des structures politiques et de gouvernance dans la plupart des juridictions, les mesures de planification durable doivent être largement soutenues avant qu'elles ne puissent affecter les institutions et les régions. La mise en œuvre effective est souvent un compromis complexe. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle introduction en histoire de l'art, donc basée sur l'urbanisme. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine.